Alors, dans cette seconde séquence vidéo, j'entame le troisième point concernant la partie codage de l'information au niveau des récepteurs sensoriels. Et ce troisième point concerne la transduction sensorielle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette transduction? Eh bien, la transduction, c'est la fonction de base d'un récepteur sensoriel. Elle consiste à transformer l'énergie, qu'elle soit physique ou chimique, d'un stimulus en énergie bioélectrique, donc sous forme de message nerveux. La transduction, c'est au fait la conversion d'un stimulus physique ou chimique en un signal bioélectrique, donc un message nerveux qui est propageable au niveau des fibres nerveuses sensorielles. Il s'agit d'une modification des propriétés bioélectriques des cellules sensorielles excitées par un stimulus physico-chimique. Donc, en fait, c'est une modification des propriétés bioélectriques des cellules sensorielles qui sont excitées par un stimulus physico-chimique. Cette modification des propriétés bioélectriques est en général une dépolarisation, c'est-à-dire une entrée ou une rétention de charge positive, donc c'est-à-dire de cations. Cette transduction sera à l'origine d'une dépolarisation, ou encore, cependant, dans certains cas, comme c'est le cas du système visuel, et qu'on va le voir par la suite, la modification des propriétés électriques correspond à une hyperpolarisation, c'est-à-dire le blocage d'une entrée de charge positive. Donc, la modification électrique, suite à un stimulus sensoriel, peut être soit une dépolarisation, soit une hyperpolarisation. Alors, on va prendre des exemples pour vous rendre compte des mécanismes de cette transduction sensorielle. Et je prends comme exemple 1, le mécanisme de la mécanotransduction, c'est-à-dire la transduction à partir d'un stimulus mécanique, tactile, et qui concerne le récepteur du toucher, ou les récepteurs du toucher. Alors, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, les récepteurs du toucher, donc c'est des récepteurs qui sont sensibles à une pression mécanique exercée sur la peau, par exemple, ou sur les muscles ou les articulations. Le stimulus peut être un toucher, tout simplement, ou alors une vibration mécanique qui peut s'appliquer aussi sur ces récepteurs du toucher. Alors, ces récepteurs du toucher, vous les avez ici, qui sont schématisés. On trouve plusieurs types au niveau de notre peau et au niveau des tissus sous-cutanés. Alors, il y a plusieurs types. Il y a ce qu'on appelle la terminaison de Merkel. En fait, il s'agit d'afférences sensorielles, de fibres nerveuses, de terminaisons qui viennent innerver notre peau, par exemple le cas de la peau, qui viennent innerver de la peau, et ces terminaisons peuvent être entourées de structures accessoires différentes, donc qui constituent une espèce de filtre en fait pour tous les traumatismes mécaniques. C'est quoi ces récepteurs du toucher? C'est une terminaison nerveuse qui arrive à la peau, qui est encapsulée de différentes manières, ou alors parmi ces récepteurs mécaniques, il y a aussi des terminaisons nerveuses libres, c'est-à-dire des terminaisons qui ne sont pas encapsulées. Alors, pour vous situer un petit peu ces différents types de récepteurs dans la peau, donc on trouve bien sûr ce qu'on appelle la terminaison de Merkel, le corpuscule de Pacini, le corpuscule de Ruffini, le corpuscule de Messner et le bulbe de Krause. Alors, pour situer ces récepteurs dans le contexte de la peau, alors bien sûr, notre peau, il comprend ce qu'on appelle l'épiderme, le derme et les tissus sous-cutanés, l'hypoderme. Alors, si on regarde par exemple le corpuscule de Messner et les disques de Merkel, on les trouve donc concentrés à la limite entre l'épiderme et le derme. Par contre, le corpuscule de le corpuscule de Ruffini et le corpuscule de Pacini, ils sont un peu plus profonds. Donc, le corpuscule de Ruffini à la limite entre derme et hypoderme, et le corpuscule de Pacini aussi, on l'en trouve dans le derme, mais aussi dans la partie sous-cutanée et au niveau de l'épiderme. Alors, bien sûr, ces structures, comme vous pouvez le voir, ces structures mécano-sensorielles sont
bien sûr, vous voyez, il se prolonge par une afférence sensorielle. Ces afférences sensorielles qui sont de différents types. Alors, par exemple, pour les terminaisons nerveuses libres que vous voyez ici, qui ne sont pas encapsulées, ils sont connectés à des fibres non myélinisées C ou à des petites fibres myélinisées A de type A delta. Et pour les autres, les autres récepteurs, mécanorécepteurs sensoriels, le corpuscule de Pacini, le corpuscule de Ruffini-Messner et le récepteur folliculeux pileux contre à la base des poils, eh bien, ils sont connectés ou prolongés par des fibres myélinisées de gros calibre qu'on appelle les fibres A bêta. Alors voilà donc pour une idée générale sur ces mécanorécepteurs cutanés qui sont sensibles au toucher, à la pression et à la vibration. Alors je prends pour vous rendre compte un petit peu de cette transduction. Comment ça marche? Eh bien, je vais prendre le cas du corpuscule de Pacini. Le corpuscule de Pacini. Alors, vous le voyez ici, ce corpuscule de Pacini. Alors, au fait, le corpuscule de Pacini est c'est un organe qui est quand même assez grand. Le corpuscule de Pacini que vous voyez ici, il a les dimensions suivantes, 1 à 5 mm de long et jusqu'à 1 mm de diamètre. On le trouve dans le derme et, comme je l'ai dit, dans le derme et dans les tissus sous-cutanés. Il s'agit donc d'un récepteur somatique au niveau de la périphérie du corps et il est impliqué dans la sensibilité dite somatosensorielle ou somesthésie. Alors, il s'agit, comme vous pouvez le voir, donc, en termes de structure, vous avez le milieu, au centre, on a la fibre sensorielle, nerveuse, qui vient se terminer dans la peau. Alors ça, c'est la partie terminaison nerveuse. Avec cette partie, elle est ramifiée, donc elle est ramifiée, et elle est entourée par des couches d'écailles, par des écailles concentriques, donc des couches de tissu connectif qui viennent protéger ces terminaisons nerveuses sensorielles. Donc, ces terminaisons sensorielles qui sont en fait issues d'une fibre afférente myélinisée. Voilà, vous avez la fibre nerveuse entourée de la gaine de myéline. Donc, cette fibre myélinisée qui vient de la moelle épinière, d'accord, qui est connectée avec la moelle épinière. Quand elle arrive dans la peau, elle devient dépourvue de la myéline, mais elle s'entoure de ces structures accessoires qui sont ces couches de tissu connectées. Vous voyez, vous avez une dimension de 1,5 mm. Donc en fait, c'est un corpuscule qui est de grande taille, qui est assez confortable à expérimenter. C'est pour ça que les premiers travaux, les travaux donc sur les mécanismes de transduction somatosensorielle ont été focalisés sur ce corpuscule de Pacini. Donc il est assez grand et facile à disséquer et facile à étudier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, il est possible donc d'isoler ce corpuscule de Pacini avec voilà le corpuscule avec sa fibre afférente myélinisée. On peut donc faire des stimulations mécaniques, on peut exercer des stimuli mécaniques sur ce corpuscule de Pacini. Donc, le corpuscule, je peux l'intégrer dans un récipient avec une solution physiologique qui le met dans des conditions physiologiques de vie normale et j'applique, donc vous avez ici un dispositif approprié qui permet d'appliquer des pressions d'intensité variable. Donc après, avec ce dispositif, je peux appliquer des forces mécaniques, donc une pression mécanique, je peux comprimer ce corpuscule grâce à ce dispositif. Donc en comprimant ce dispositif, bien sûr, on peut en même temps enregistrer, donc grâce à un appareil d'enregistrement qui se situe donc sur la fibre afférente, je peux enregistrer l'activité bioélectrique qui peut apparaître au niveau de mon oscilloscope, par exemple. Alors, donc, à l'état de repos, voilà la membrane de la fibre, de la terminaison nerveuse ici. Donc, en fait, j'ai les canaux cationiques type Na+, qui sont fermés. Voilà ici l'extérieur de la membrane et ici l'intérieur de la fibre nerveuse qui est au centre. Alors, lorsque j'applique une déformation mécanique sur le corpuscule de Pacini, eh bien, en enregistrant, on a enregistré une activité bioélectrique type dépolarisation. Dépolarisation, ça veut dire qu'il y a eu une surcharge de cations qui ont pénétré dans
la terminaison nerveuse sensorielle et qui donne cette dépolarisation. Alors, quel est le mécanisme de cette dépolarisation? Donc, ici, la déformation, donc là, ici, vous avez la membrane sensorielle à l'état de repos. Ici, la membrane sensorielle, la membrane nerveuse, suite à une déformation, donc en exerçant une pression mécanique sur le corpuscule. Alors, cette pression va, en fait, déformer la membrane sensorielle, la membrane de la fibre nerveuse. Cette déformation sera à l'origine de l'ouverture de ces canaux cationiques type Na+. Alors, l'ouverture, qui dit ouverture, le cation donc vont pouvoir suivre leur gradient de concentration. Alors, le Na+, bien sûr, il transite de l'extérieur vers l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus concentré à l'extérieur par rapport à l'intérieur. Donc, il y a un gradient, il va suivre son gradient de diffusion dans ce canal du concentré vers le moins concentré. Alors, la déformation mécanique du corpuscule et donc de la membrane de la terminaison axonique, parce que quand je déforme le corpuscule ici, je déforme aussi le centre du corpuscule qui est la terminaison axonique. Donc, la déformation de la terminaison axonique entraîne l'ouverture de canaux cationiques Na+, au niveau de la zone sensorielle de la fibre. Vous avez la fibre sensorielle et la zone sensorielle, c'est elle qui est dans le corpuscule. Donc, on aura un influx cationique et donc la naissance d'une dépolarisation de la membrane appelée potentiel récepteur. Vous voyez, une déformation mécanique est convertie en un signal électrique type dépolarisation qu'on appelle potentiel récepteur. Alors voilà, ici on reprend ce corpuscule de Pacini. Vous avez la fibre sensorielle myélinisée qui, lorsqu'elle pénètre dans la peau, elle devient non myélinisée. Elle est entourée par ces couches, par ces écailles concentriques, ces couches de tissu connectif. Donc imaginons que la déformation elle a eu lieu au niveau de l'extrémité de la terminaison axonique, donc naissance d'un potentiel récepteur ou générateur. Alors, ce potentiel générateur, bien sûr, il a tendance à se propager. Il va se propager dans ce sens et va se diriger. Il aura tendance à se diriger, bien sûr, vers le côté de la fibre myélinisée. Alors, or, cette propagation, c'est une propagation dite électrotonique, c'est-à-dire une propagation passive, c'est-à-dire que les charges Na+, qui ont pénétré dans la terminaison ont tendance à bouger parce qu'il y aura création d'un gradient interne de Na+, et le Na+, a tendance à diffuser, à circuler de la zone où il est plus concentré vers les moins concentrés. Donc, j'aurai une circulation des charges cationiques et au fur et à mesure qu'ils circulent, eh bien, j'aurai quelques charges Na+, qui vont être expulsées par le système actif d'expulsion, c'est-à-dire par les pompes sodiques actives. Alors, c'est pour ça que plus loin, vous voyez que le potentiel générateur a tendance à diminuer d'amplitude. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure qu'il circule, que les cations circulent passivement, il y a quelques Na+, qui vont échapper et ils vont être expulsés par la pompe active sodium-potassium ATPase. Et ce potentiel récepteur, générateur, arrivé au niveau de la zone dite d'initiation du potentiel d'action, eh bien, ce potentiel générateur va être converti en potentiel d'action. J'ai une conversion du potentiel générateur en potentiel d'action, pas à n'importe quel niveau, au niveau donc de cette partie qu'on appelle la zone d'initiation du potentiel d'action, qu'on appelle aussi zone gâchette ou trigger de la fibre sensorielle. Donc, je répète, le potentiel récepteur ou générateur qui est né au niveau de la terminaison axonique suite à une déformation mécanique, eh bien, après propagation électrotonique, c'est-à-dire propagation passive, et ayant atteint une certaine amplitude, donc il faut qu'il ait une certaine amplitude, il va être converti, entraîne l'apparition de potentiel d'action au niveau de la zone d'initiation du potentiel d'action, qu'on appelle également zone gâchette ou trigger. En anglais, trigger, ça veut dire initiation. Donc la zone trigger, la zone d'initiation du potentiel d'action au niveau donc de la fibre sensorielle. Alors, voilà donc le stimulus, schématisé ici. Le stimulus au niveau de la fibre sensorielle ou la cellule sensorielle va être converti en potentiel récepteur, une dépolarisation. La dépolarisation au niveau de l'axone va être convertie, ce potentiel récepteur va être converti en potentiel d'action ou plutôt en train de potentiel d'action, donc une fréquence de potentiel d'action. D'accord?
Alors, comment est-ce que le système gère les stimuli d'intensité différentes? Donc ici, vous avez justement représenté ce potentiel de membrane suite à un stimulus donné d'intensité différente. Donc ici, on est dans la situation 1 où j'ai un stimulus mécanique d'une certaine amplitude. Ce stimulus mécanique va entraîner une dépolarisation. Donc vous voyez bien sûr le potentiel, sachant que le potentiel de repos au niveau de la fibre nerveuse, il est de moins 70 millivolts, potentiel de repos. Lorsque la pression mécanique est exercée sur la terminaison au niveau de la fibre, donc lorsque une déformation mécanique, un stimulus mécanique est appliqué sur le corpuscule, je vais voir apparition d'une dépolarisation au niveau de la zone réceptrice. Cette dépolarisation, bien sûr, ce stimulus, il dure un temps T1, d'accord? Et cette dépolarisation va être convertie au niveau de la fibre, au niveau de la zone d'initiation du potentiel d'action, en un potentiel d'action. Alors, si on prend maintenant un second stimulus mécanique, mais d'intensité plus importante, donc un stimulus plus intense, donc une plus forte pression mécanique, j'aurai l'apparition d'un potentiel récepteur dépolarisant qui est plus grand. Vous voyez, donc la valeur pour vous montrer que, bien sûr, on est passé d'une valeur de dépolarisation à une valeur plus importante de dépolarisation, donc un potentiel récepteur plus ample, avec une amplitude plus grande. Ce potentiel récepteur va, lui, qui est plus ample, plus grand, va déclencher des potentiels d'action, mais plus fréquents que dans le premier cas, où le stimulus mécanique était faible. Alors bien sûr, sachant que le paramètre temps, durée du stimulus est le même pour le premier et le second stimulus. Ce qui change de l'état 1 à l'état 2, c'est l'intensité du stimulus. Ici, une pression mécanique d'une faible et ici une pression mécanique plus forte. Donc pression mécanique plus forte va donner un potentiel récepteur plus ample et des potentiels d'action plus fréquents. Donc en fait, comment gérer et coder, et ça on va le voir pour la suite, comment encoder l'intensité du stimulus et les coder en amplitude du potentiel récepteur et en fréquence des potentiels d'action. Si je peux prendre l'exemple d'un stimulus beaucoup plus fort, eh bien, j'aurai encore un potentiel récepteur beaucoup plus fort, plus ample et mettons peut-être 5, 6, 7 pics par unité de temps au lieu de 3. Donc, le potentiel récepteur induit bel et bien la création d'un train, c'est-à-dire d'une fréquence de potentiel d'action. Alors ici, je vous résume un petit peu tous les processus électriques et ioniques qui ont lieu au niveau de cette partie réceptrice, donc au niveau du corpuscule de Pacini. Vous reconnaissez la structure du corpuscule avec les couches, les écailles concentriques, la terminaison nerveuse qui n'est pas myélinisée, et puis la portion myélinisée de la fibre sensorielle. Alors, pour que vous sachiez exactement, d'une manière globale, les différents phénomènes bioélectriques et ioniques qui apparaissent suite à une déformation mécanique. Donc, imaginons que cette partie donc, du corpuscule a été déformée. Au niveau de la zone déformée, qu'est-ce qui se passe? Il y aura un influx cationique de Na+, d'accord? Alors, cet influx cationique de Na+, sera à l'origine de l'apparition d'un potentiel récepteur. Donc, on passe du potentiel de repos de moins 70 à des valeurs moins négatives, par exemple moins 50, moins 40. D'accord? Donc, j'ai l'apparition d'un potentiel récepteur. Ce potentiel récepteur ou cette dépolarisation ou cette onde de dépolarisation va subir une propagation type passive, puisque le sodium va juste suivre son gradient de diffusion. Donc là, il est concentré, il aura tendance à circuler. Et en circulant, bien sûr, il va inverser la polarité de la membrane. Alors donc, au niveau de toute cette portion de la fibre, j'aurai un potentiel récepteur qui est propageable d'une manière passive. Alors, arrivé au niveau de la zone d'initiation du potentiel d'action, on a dit le potentiel récepteur va être converti en potentiel d'action. Donc, au niveau de cette portion de la fibre nerveuse, j'aurai des potentiels d'action. Alors, à partir de cette zone d'initiation, donc là, j'ai le sodium qui s'est déplacé, il arrive là. Il y a un autre phénomène ionique qui va apparaître, c'est qu'au niveau de cette partie de la fibre nerveuse, j'ai des canaux cationiques, Na+, qui sont dits voltage dépendants.
c'est-à-dire des canaux qui sont sensibles au potentiel de membrane. Lorsque lorsque la membrane dépolarise, eh bien, ils vont s'ouvrir automatiquement. Donc, le sodium qui arrive passivement, au sodium qui arrive passivement va se rajouter le sodium qui va passer par ces canaux sodiques voltage dépendant, et j'aurai donc un surplus Na+, donc le Na+ de départ, plus le Na+, qui est passé par ces canaux voltage dépendant, et j'aurai une dépolarisation plus ample qui est entretenue et qui est au fait le potentiel d'action. Vous voyez que le potentiel d'action, il peut atteindre des valeurs beaucoup plus positives qu'un potentiel des récepteurs. Là, vous avez le potentiel récepteur à moins 50, et arrivé à cette zone où il y a ces canaux, eh bien, un influx cationique va à l'origine d'une dépolarisation plus importante et qui est au fait ce phénomène qu'on appelle le pic ou spike ou en anglais ou potentiel d'action. Alors bien sûr, là, cette charge de Na+ va encore circuler, et en circulant, au niveau du nœud, donc là vous avez des nœuds, vous avez la myéline, les nœuds, au niveau des nœuds, il y a d'autres canaux sodiques voltage dépendants qui vont être sensibles à cette dépolarisation qui arrive, vont s'ouvrir, ils vont faire rentrer le sodium. Donc en fait, ils vont entretenir l'amplitude de la dépolarisation et qui est à l'origine du potentiel d'action. Donc là, c'est une propagation dite active. Il y a la propagation passive à laquelle se rajoute la propagation active qui, elle, va entretenir le potentiel d'action qui va être maintenu, en fait, qui aura une amplitude constante tout au long de la fibre nerveuse jusqu'à ce qu'elle pénètre dans le système nerveux central. Alors voilà donc ce qu'il faut retenir, les deux phénomènes bioélectriques, le potentiel récepteur au niveau de la terminaison nerveuse, le potentiel d'action au niveau de la fibre afférente myélinisée, et bien sûr la différence entre les deux parties, c'est que cette partie de la fibre, elle est munie de canaux sodiques voltage dépendants qui permettent d'entretenir une dépolarisation ample, qui est le potentiel d'action, alors que la terminaison sensorielle à ce niveau-là du corpuscule n'est pas pourvue de ces canaux sodiques. Donc j'ai que la propagation passive, c'est pour ça que j'ai une propagation électrotonique où le potentiel récepteur a tendance à diminuer un petit peu d'amplitude, comme je vous l'ai expliqué dans la diapositive précédente. Pardon. Alors là, c'est pour vous rendre compte, je vous donne une comparaison. Donc en fait, pour que ça soit clair, je sais que ça a été fait l'année dernière, mais j'insiste encore sur les différentes caractéristiques du potentiel récepteur versus potentiel d'action. Donc il faut vraiment distinguer les deux phénomènes bioélectriques qui peuvent apparaître au niveau de la cellule sensorielle. Alors, bien sûr, ces potentiels diffèrent par plusieurs aspects. Alors, le potentiel récepteur, j'ai le potentiel récepteur, ensuite il y a le potentiel d'action. Alors, quel est le stimulus qui va déclencher un potentiel récepteur? Pour le potentiel récepteur, le stimulus est sensoriel. On a vu dans ce cas, le stimulus il est mécanique, mécanosensoriel. Qu'est-ce qui génère le potentiel d'action? Le potentiel d'action il est généré par le voltage membranaire. On a vu que c'est la différence, que c'est la dépolarisation, que c'est la différence de voltage qui va ouvrir ces canaux et qui va être à l'origine du potentiel d'action. Donc le stimulus, c'est le voltage membranaire. Alors le potentiel récepteur, c'est un signal qui peut être dépolarisant comme il peut être hyperpolarisant. On verra ça plus en détail par la suite. Alors que le potentiel d'action, il est toujours dépolarisant. Il est toujours dépolarisant. Le potentiel récepteur, lui, il est dans ce cas de dépolarisation. On va voir le cas, il peut être hyperpolarisant. La propagation du potentiel récepteur, on a dit que la propagation, elle est passive, donc elle est type électrotonique, alors que la propagation du potentiel d'action, elle est dite active, elle est liée à l'existence de ces canaux voltage dépendants qui peuvent être sodiques ou encore calciques ou autres. Alors, l'amplitude du potentiel récepteur, il y a une différence aussi entre l'amplitude des deux phénomènes bioélectriques. L'amplitude du potentiel récepteur, c'est une amplitude qui est relativement petite, qui est graduable, c'est-à-dire qui peut changer d'amplitude. On a vu que plus l'intensité augmente, plus l'amplitude du potentiel récepteur augmente. On a vu ici deux exemples de stimuli d'intensité différentes. On a vu voilà l'amplitude du potentiel récepteur et voilà la deuxième amplitude du second potentiel récepteur suite à un stimulus plus important. Donc, l'amplitude elle est petite et elle est graduable. Ça peut
varier de 100 microvolts à 10 millivolts environ. Alors pour le potentiel d'action, par contre, là l'amplitude est beaucoup plus grande. On avait déjà dans le cas ici plus 30 millivolts. Alors en fait, le potentiel d'action, il peut atteindre jusqu'à 110 millivolts. Donc c'est une forte amplitude qui n'a rien à voir avec l'amplitude du potentiel récepteur. Alors pour le codage maintenant, c'est-à-dire comment la fibre sensorielle va coder l'intensité du stimulus. Alors on a déjà dit que l'intensité du stimulus est codée en amplitude pour le potentiel des récepteurs, donc c'est une variation de l'amplitude du potentiel des récepteurs, et pour le potentiel d'action, c'est un codage en fréquence, c'est une variation en fréquence des potentiels d'action. Pourquoi? Parce que le potentiel, il est tout ou rien, c'est-à-dire il a une amplitude tout ou rien, ou le potentiel, ou il est généré ou il n'est pas généré. Il n'y a pas de potentiel d'action de petite amplitude, de grande amplitude. Donc, il répond à la loi de tout ou rien. Et ce qui varie, donc en fonction de l'intensité du stimulus, c'est la fréquence. Là, vous avez un seul potentiel d'action. Là, j'en ai 3, je peux en avoir 10, je peux en avoir 100. Donc, c'est un codage dit en fréquence, c'est-à-dire une variation des potentiels d'action en fréquence suite à la variation de l'intensité du stimulus. Alors voilà donc pour la mécanotransduction concernant le stimulus tactile, le récepteur tactile. Alors là, j'aborde un second exemple de mécanotransduction qui est la transduction à partir d'un stimulus sonore. Sonore, c'est-à-dire une onde sonore, c'est-à-dire les sons qu'on entend et bien sûr la cellule sensorielle concernée, c'est la cellule auditive. Alors comme vous pouvez le voir ici, avant de regarder cette transduction proprement dite, vous voyez comment s'organise notre oreille pour être sensible à ces stimulus sonores. Donc, en fait, notre oreille, elle comprend 3 parties. La partie oreille externe, qui comporte le pavillon et le conduit auditif externe. L'oreille moyenne, qui contient le tympan et ce qu'on appelle les osselets, des petits os de l'oreille moyenne, les osselets de l'oreille moyenne, d'accord? Et puis, l'oreille interne, qui abrite les organes sensoriels, l'organe de l'audition, qu'on appelle la cochlée, et l'organe de l'équilibre, que vous voyez ici, qui est en bleu, qui est au-dessus, qui se situe au-dessus de la cochlée, l'organe sensoriel de l'audition. Et les deux organes sensoriels sont bien sûr connectés aux nerfs, aux fibres nerveuses, fibres afférentes du nerf crânien auditif. Alors, si je regarde de près, donc pour vous montrer un petit peu plus en détail cette partie-là, la partie sensorielle et la partie mécanique de l'oreille. Donc, j'ai l'oreille externe avec le conduit auditif externe qui est limité par le tympan, cette membrane tympanique, cette fine membrane qui tapisse le fond de notre conduit auditif externe. Alors après, l'oreille moyenne. Alors dans cette oreille moyenne, vous voyez 3 petites entités ici, qui sont en fait des petits os, des tout petits os miniatures qu'on appelle les osselets de l'oreille moyenne. Alors il y a le premier qui est articulé à la membrane tympanique, c'est le marteau. Ensuite, il y a l'enclume. Et ensuite, il y a l'étrier. Alors ces osselets sont en contact, sont en fait connectés avec la partie avec l'organe sensoriel de l'audition qui est la cochlée, qui est cette espèce d'escargot. Voilà. Donc la partie qui est concernée par les stimuli mécaniques sonores, c'est cette partie-là. Voilà la partie aérienne et voilà la partie, disons, liquide. Et voyez, par-dessus la cochlée, vous voyez encore les canaux, ici l'organe de l'équilibre qui comprend, qui est en fait un ensemble de sacs semi-circulaires articulés à un organe sous forme de sac qui sont l'utricule et le sacule. Et bien sûr, ces organes sensoriels sont connectés au nerf cochléaire pour la cochlée et le nerf vestibulaire et la branche vestibulaire du nerf crânien numéro 8. Donc la branche, en fait, ce nerf crânien, c'est un seul nerf avec une branche cochléaire auditive et une branche vestibulaire, c'est-à-dire liée à l'équilibre. C'est elle qui va transmettre les influx issus de l'état d'équilibre de notre organisme. Alors donc l'oreille interne, appelée encore labyrinthe,
Alors pourquoi on appelle l'oreille interne labyrinthe? Parce qu'en fait, c'est un ensemble d'organes qui sont membraneux et qui sont encastrés dans différents creux, dans différentes cavités de l'oreille interne. C'est pour ça qu'on l'appelle labyrinthe. C'est une espèce de labyrinthe, c'est-à-dire plusieurs creux, plusieurs cavités où les organes membraneux s'encastrent. Donc l'oreille interne, encore appelée labyrinthe vu la complexité de sa forme, contient deux organes sensoriels qui ont des fonctions différentes. Alors l'organe de l'audition, c'est la cochlée, voilà, qui est connecté à ces osselets de l'oreille moyenne, et l'organe de l'équilibre, qu'on appelle le vestibule, que vous voyez ici, qui est en fait un ensemble de canaux semi-circulaires, plus des canaux sous forme de sac, l'utricule et le sacule constitue le vestibule. Alors voilà donc l'ensemble des deux organes sensoriels extraits de l'oreille pour vous montrer schématiquement comment ça se présente. Donc vous avez la cochlée avec la fibre, avec le nerf afférent et le vestibule qui comprend ces trois canaux semi-circulaires plus l'utricule et le sacule. Alors bien sûr on va s'intéresser, je vais vous parler surtout de la mécanotransduction de l'onde sonore, donc on n'a pas le temps pour développer l'organe vestibulaire, mais c'est aussi une stimulation mécanique comme ce qui se passe pour le système auditif. Alors comment ça se passe pour le système auditif? Donc j'ai une onde sonore, c'est quoi? Donc un son c'est quoi? C'est un phénomène vibratoire, comme vous pouvez le voir ici. Donc une onde sonore, c'est un phénomène vibratoire. Une onde sonore, c'est quoi? C'est des particules dans l'air qui se concentrent et qui se déconcentrent. Donc une compression des molécules de l'air, suivie d'une raréfaction, donc une décompression, compression, décompression, compression, décompression. Donc c'est un phénomène ondulatoire, vibratoire. Bien sûr, ce phénomène vibratoire, il est caractérisé par son amplitude. Donc, l'amplitude d'un son, elle est mesurée en décibels. D'accord? Ça, c'est l'amplitude du phénomène de l'onde sonore. Et puis, l'onde sonore, elle est caractérisée par sa fréquence, qui est mesurée en Hertz. Voilà donc pour l'onde sonore. Alors, bien sûr, la fréquence du son, c'est ce qui donne au son l'aspect aigu ou l'aspect grave ou les aspects intermédiaires. Donc bien sûr, les fréquences les plus basses, c'est les sons graves et les fréquences les plus hautes, les plus grandes, c'est les fréquences aiguës et bien sûr, ça va vers plus de la centaine de Hertz. Et au-delà, donc bien sûr, on a une marge de fréquence audible qui peut atteindre les 120 Hertz. Au-delà de 120, c'est ce qu'on appelle les ultrasons. C'est les sons qui ne sont pas audibles ou qui sont nuisibles pour l'onde sonore, comme par exemple le bruit des avions. Alors voilà donc pour l'onde sonore. Alors cette onde sonore, elle va bien sûr traverser le milieu aérien, elle va être concentrée par le pavillon de l'oreille vers l'oreille, vers la membrane tympanique, vers le tympan. Donc j'ai une onde sonore qui va se propager, qui parvient à la membrane tympanique. La membrane tympanique qui est bien sûr qui est membranaire, donc qui est molle, elle va se déformer. Donc il y aura déformation de la membrane tympanique qui va se trouver en mouvement. Alors le mouvement de la membrane tympanique, donc il va provoquer en fait un mouvement toujours dans le milieu aérien de cette chaîne des osselets de l'oreille moyenne dont je vous ai parlé. Alors il y a le marteau, l'enclume et l'étrier. Donc la déformation mécanique de la membrane tympanique va faire basculer le marteau et aussi l'enclume parce que le marteau et l'enclume forment une espèce de bras oscillant. Donc lorsque le marteau bouge, l'enclume bouge automatiquement. Et lorsque l'enclume bouge, eh bien, il va faire bouger l'étrier qui a tendance à s'enfoncer, puisque vous voyez, il est connecté, donc il s'encastre dans une espèce de fenêtre ici au niveau de la cochlée qui est membraneuse, qui est fluide. Alors lorsqu'il y a le mouvement de ce bras oscillant, ça va faire osciller l'étrier va s'enfoncer
dans la fenêtre et va provoquer, en fait, la cochlée elle est remplie de liquide qu'on appelle le fluide endolymphatique. Alors, ce mouvement mécanique de l'étrier va provoquer un mouvement de fluide, une ondulation liquide dans la cochlée. Alors, voilà donc ce que vous voyez sur le schéma. Donc, j'ai un mouvement de la membrane tympanique qui va se faire sentir au niveau de la chaîne des osselets, l'oreille moyenne, qui va se faire sentir au niveau de la fenêtre orale, cette fenêtre, bien sûr, dans laquelle s'encastre l'étrier. Alors, ce mouvement de l'étrier va provoquer un mouvement du fluide dans la cochlée, donc un mouvement de l'endolymphe. Alors, dans la cochlée, au fait, si on fait une fenêtre, si on fait une coupe au niveau de cette cochlée, voilà ce qu'on voit. Dans la cochlée, on voit des cellules sensorielles. Ces cellules sensorielles qui sont des cellules ciliées, c'est-à-dire qui sont munies de cils apicaux, du côté apical. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on voit lorsque je coupe la cochlée? Je fais une fenêtre, je vais voir apparaître l'organe qui est vraiment sensible à cette onde sonore qu'on appelle l'organe de Corti. Donc, l'organe de Corti, c'est l'organe sensoriel. Alors, dans cet organe de Corti, qu'est-ce que je vois? Je vois des cellules ciliées. Alors, avec, vous voyez ici 3 rangées de cellules ciliées dites externes, une rangée de cellules ciliées dites internes. Ces cellules ciliées, au fait, ils reposent sur une membrane qu'on appelle la membrane basilaire. Donc, du côté basal, ils reposent sur la membrane basilaire et leurs cils apicaux, les cils que vous voyez ici, des cils, ils sont encastrés dans une autre membrane qu'on appelle la membrane tectoriale. Donc, en fait, la membrane, la cellule ciliée, elle est prise en, si je puis dire, en sandwich entre deux membranes, la membrane basilaire et la membrane tectoriale. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un mouvement? Donc, on a vu qu'il y a un mouvement. Ici, vous avez l'endolymphe, donc le liquide, la membrane basilaire, la membrane tectoriale. Lorsqu'il y a un mouvement du fluide dans l'endolymphe, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la membrane basilaire et la membrane tectoriale vont pivoter, ils vont bouger aussi. Et en bougeant, eh bien, vous voyez, les cellules ciliées vont se trouver déformées. Ils vont être déformés d'un côté. Et c'est cette déformation qui va être à l'origine de la naissance d'un potentiel récepteur dépolarisant, donc un potentiel qui est positif. Ce potentiel récepteur qui est né au niveau de la cellule ciliée, il va être converti au niveau de la fibre du nerf auditif en un signal nerveux, donc en potentiel d'action qui vont se propager à travers le nerf auditif. Alors, vous avez ici une séquence vidéo. Je vous ai mis la référence ici. Ça vous représente très bien comment se réalisent exactement ces phénomènes mécaniques qui ont eu lieu d'abord dans ce milieu aérien et ensuite dans le milieu liquide, fluide au sein de la cochlée. Je vous passerai le film à la fin de la séquence. Alors, qu'est-ce qui est à la base de cette dépolarisation? Alors, donc, bien sûr, ce qu'on a vu pour pas mal de récepteurs, une dépolarisation, elle est liée à un influx, donc un influx de cations type Na+, pourquoi? Parce que généralement, au niveau d'une membrane cellulaire, le gradient, lorsque les canaux cationiques type sodique s'ouvrent, eh bien, c'est le sodium qui va passer parce qu'il est beaucoup plus concentré à l'extérieur par rapport à l'intérieur. Or, pour la cellule ciliée, donc ici vous avez l'apex de la cellule ciliée avec les cils, donc elle est munie de ces cils du côté apical de la cellule. Voilà, les cils. Alors, on a bien sûr regardé de près à quoi est lié ce potentiel de dépolarisation. Alors, en fait, il est tout à fait différent par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire la dépolarisation, le potentiel récepteur lié à un influx Na+. Ici, l'influx, suite à la déformation, au mouvement des cils, j'aurai plutôt un influx type potassique. Alors, pourquoi potassique? Parce qu'on a démontré que l'ion potassium, il est beaucoup plus concentré dans le liquide endolymphatique par rapport à l'intérieur de la cellule sensorielle. Donc, lorsque les cils basculent, il y aura une déformation mécanique, ouverture de canaux cationiques
qui vont laisser passer plutôt le potassium, donc suite à cette déformation mécanique. J'ai un influx potassique et c'est un flux potassique qui est à l'origine donc de la dépolarisation et donc du potentiel récepteur au niveau de la cellule sensorielle auditive. Alors, vous pouvez voir ici que les cils, en fait, ils sont les cils des cellules ciliées. Ces cils sont réunis par des liens apicaux, d'élastine. Donc, d'élastine selon Pujol, qui a travaillé énormément sur ce registre de transduction auditive. Alors, donc, l'activation des cellules sensorielles auditives, qui sont des cellules ciliées, vous savez maintenant que c'est des cellules munies de cils, voilà les cellules ciliées. Donc, l'activation des cellules sensorielles auditives met en jeu l'ion K+, qui est fortement concentré dans le liquide endolymphatique, ici j'ai ce qu'on appelle l'endolymphe, qui entre, donc cet ion qui entre à travers des canaux cationiques et dépolarise la cellule sensorielle. Et les canaux situés à l'extrémité, et c'est les canaux situés à l'extrémité des cils, s'ouvre lorsque la vibration sonore propagée au liquide fait basculer le faisceau de cils. Donc le faisceau de cils va basculer, va se déformer, et bien j'aurai à la base des cils une entrée un influx potassique. Alors en fait, vous voyez qu'il n'y a pas que le K+, Pujol représente aussi le Ca2+ dans les cils. Alors en fait, les canaux cationiques qui s'ouvrent suite à la déformation des cils, suite au mouvement des cils, eh bien ces canaux cationiques sont non sélectifs car ils laissent rentrer non seulement les ions K+, qui sont en fait qui est le cation majoritaire dans l'endolymphe, mais aussi dans une moindre mesure le calcium, ce qui entraîne une dépolarisation de la cellule ciliée. Donc le potentiel récepteur dépolarisant, il est lié principalement à un influx potassique, mais aussi à un petit influx calcique, puisque le canal cationique n'est pas sélectif du potassium. Et bien sûr, le calcium va suivre aussi sans gradient. Alors, comment va fonctionner par la suite la synapse? Donc, suite à la déformation, ici, vous avez la cellule sensorielle auditive, la cellule ciliée réceptrice avec les cils que vous voyez ici. Et vous avez à la base, cette cellule sensorielle, elle est connectée à une terminaison nerveuse, alors, qui est au fait la terminaison issue d'une cellule nerveuse afférente. Donc, c'est elle qui va pénétrer dans le système nerveux central. Alors, comment ça se passe? Donc, comment fonctionne cette synapse entre la cellule sensorielle et la fibre nerveuse afférente? Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a dit que la déformation mécanique au niveau des cils va entraîner un influx potassique, principalement. Bien sûr, cet influx potassique, il est accompagné aussi d'un influx calcique. Un influx calcique puisque les canaux sont non sélectifs. Et bien sûr, le calcium aussi, les canaux calciques sont voltage dépendants. Donc, j'ai le calcium qui rentre. Alors, donc le potentiel récepteur, il est né au niveau à la base des cils. Il va être propagé d'une manière passive, comme ce qu'on a vu pour le corpuscule de Pacini. Il va se propager jusqu'au niveau de la base de la cellule ciliée. Alors, cette propagation, cette dépolarisation qui est à l'origine de l'influx calcique. Alors, le calcium, qu'est-ce qui va arriver au calcium? Le calcium qui rentre, eh bien, c'est lui qui va permettre la libération du neurotransmetteur. Donc, c'est le calcium qui va permettre l'exocytose du neurotransmetteur qui n'est autre que le glutamate, c'est un neurotransmetteur excitateur, qui va stimuler la fibre nerveuse afférente. Donc, naissance ici d'un potentiel postsynaptique excitateur. Vous avez déjà vu ces phénomènes bioélectriques dans votre cours de S4. Donc, le potentiel, donc là, ici, on l'appelle le potentiel récepteur. Il va se propager, va libérer le neurotransmetteur. Le neurotransmetteur va provoquer l'apparition d'un potentiel dit PPSE, ou potentiel générateur. Ce potentiel postsynaptique excitateur qui arrive au niveau de la zone d'initiation de la fibre nerveuse afférente va être converti en potentiel d'action. Donc au niveau de la fibre myélisée, potentiel d'action qui est autopropagé jusqu'au niveau du centre. Alors voilà donc comment fonctionne cette synapse. Alors, donc je résume, comme ça apparaît sur votre diapositive, le basculement des cils de la cellule ciliée ouvre les canaux potassiques.
Au pôle synaptique, la dépolarisation libère du glutamate qui va exciter la fibre nerveuse auditive et donc apparition de ces potentiels d'action. Alors voilà, donc on a vu ici deux cas de mécanotransduction. Le premier cas de mécanotransduction somatique, où on a vu que, vous voyez, le potentiel récepteur ou générateur apparaît au niveau de la fibre sensorielle et il est converti au niveau de la même cellule en potentiel d'action. Or, au niveau de la transduction, la mécanotransduction auditive, eh bien, on a vu que le potentiel récepteur, que la cellule réceptrice ne fait que le potentiel récepteur et le potentiel d'action, il apparaît au niveau d'une deuxième cellule afférente nerveuse, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Alors, on va parler maintenant, donc on a cité deux exemples de mécanotransduction, on va voir deux exemples de chémotransduction, donc transduction à partir d'un stimulus chimique. On va voir le cas du récepteur olfactif et du récepteur gustatif. Alors, on va commencer par le récepteur olfactif. Donc, avant de voir cette transduction proprement dite, et pour vous situer un petit peu où se situe cet organe sensoriel de l'odorat. Donc, ici, vous voyez au niveau de notre, donc au fond du nez, au niveau de la muqueuse nasale. Donc, on a voilà la zone où se situe la partie sensible de l'odorat, donc de ce qu'on ressent. Alors, cette partie, on agrandit. Voilà ce que ça donne. Donc, au fait, nous avons des récepteurs sensoriels olfactifs. Donc, vous avez la légende ici en anglais. Mais elle est vraiment claire, donc vous pouvez sans problème traduire en français. Donc ici, vous avez des cellules réceptrices olfactives, donc en fait qui tapissent notre muqueuse nasale, au fond de notre muqueuse nasale. Ces récepteurs olfactifs, vous voyez, ils sont munis de cils, ils sont munis donc en fait, il y a un prolongement périphérique qui est muni de cils, donc ces cils qui sont dans le mucus, d'accord. Et puis, ces cellules réceptrices olfactives sont munies d'un second prolongement qui, lui, va vers le centre nerveux. Et le premier centre nerveux relais, où s'arrête, où va être relayée l'information olfactive, c'est ce qu'on appelle les bulbes olfactifs. Donc, vous voyez ici deux espèces d'excroissance nerveuse, d'accord, qui arrivent, donc qui sont en fait, c'est un prolongement de notre cerveau, deux excroissances, comme deux espèces de cornes qui arrivent dans la partie et qui viennent innerver la muqueuse nasale. Donc, à ce niveau des bulbes olfactifs, on en a deux, un gauche et un droit, et ces cellules réceptrices olfactives viennent faire synapse au niveau de cellules dans le bulbe olfactif, ces cellules qu'on appelle les cellules mitrales. Voilà, les cellules mitrales qui vont véhiculer l'influx, le message olfactif vers le cerveau et aussi va renseigner, informer l'autre bulbe de ce qui est en train de se passer comme transduction au niveau d'un côté et vice-versa. Donc là aussi, les traitements qui se font à ce niveau-là vont être transmis pour informer l'autre bulbe de ce qui est traité de l'autre côté. Voilà. Donc là, ça vous rend compte des projections issues des récepteurs olfactifs vers les bulbes olfactifs. Alors, j'insiste sur un détail, c'est que le récepteur olfactif ici, c'est un neurone. En fait, c'est un neurone, proprement dit. C'est un neurone muni de deux pôles, donc c'est un neurone bipolaire avec un pôle dendritique qui va vers la périphérie et un pôle axonique qui va innerver, qui se projette dans le bulbe olfactif pour aller en contact synaptique avec les cellules du bulbe olfactif qui sont les cellules mitrales. Alors, si on regarde de près cet épithélium sensoriel olfactif, donc voilà que l'épithélium olfactif, c'est l'épithélium olfactif de vertébrés. Donc ici, vous avez le côté de l'extérieur, donc le côté de la partie aérienne de notre nez, donc le côté où il y a le mucus, ce liquide visqueux qui se trouve qui tapisse, donc qui couvre la muqueuse olfactive. Donc j'ai le mucus et en dessous, j'ai l'épithélium sensoriel. Alors dans cet épithélium olfactif, qu'est-ce qu'on trouve? Voilà les récepteurs
olfactif dont j'ai parlé tout à l'heure, donc récepteur cell, c'est-à-dire la cellule réceptrice. Et on a dit que c'est une cellule, c'est un neurone bipolaire avec un pôle, il envoie un pôle dendritique vers le côté du mucus, donc ce pôle dendritique, vous voyez, qui devient sous forme de bouton, ce qu'on appelle le knob olfactory knob en anglais. Olfactory knob, c'est le bouton olfactif à partir duquel émergent de nombreux cils qu'on appelle les cils olfactifs. Donc les cils, vous voyez, ils sont noyés dans le mucus, de mucus externe. Alors, à côté de ces récepteurs sensoriels, il y a ce qu'on appelle les cellules de support. Donc, l'épithélium, il est soutenu par des cellules de support, donc qui n'ont rien à voir avec les cellules réceptrices. Et on trouve comme autre type cellulaire ce qu'on appelle les cellules basales. Alors, à quoi servent ces cellules basales? En fait, c'est des cellules qui servent au remplacement des cellules réceptrices qui ont dégénéré. Alors, il faut savoir que la durée de vie de nos récepteurs olfactifs elle est limitée, elle est environ de 2 mois, et qui peuvent être remplacées par ces cellules basales. Donc après, cette cellule basale, elle va se différencier. Donc vous voyez, la cellule basale, elle n'a rien de la structure d'une cellule nerveuse. Ensuite, elle va se différencier pour développer ces prolongements. Alors vous voyez ici, vous avez une cellule qui est en train de développer ses prolongements, donc developing receptor cell, elle est en train de développer ce prolongement, elle envoie un prolongement vers la périphérie, voilà le prolongement dendritique, et elle envoie un prolongement axonique vers le bulbe olfactif. Donc l'olfactory bulbe, c'est le bulbe olfactif. Donc vous voyez que c'est des cellules qui dégénèrent et qui peuvent être renouvelées. Alors voilà, ici de près, pour vous montrer ce bouton olfactif avec les cils qui partent. Voilà, donc j'ai la dendrite, cette dendrite-là, la dendrite, qui devient enflée à l'extrémité constituant le bouton. À partir du bouton olfactif émergent les cils. Voilà la structure que vous voyez ici. Alors, comment se passe le mécanisme de transduction? Parce que bien sûr, le dossier, l'aspect qui nous intéresse, auquel on s'intéresse dans cette partie, c'est la transduction. Alors voilà donc les mécanismes qui se passent. Alors il faut savoir bien sûr qu'un stimulus odorant, une molécule odorante, c'est quoi d'abord? Une molécule odorante, c'est une molécule volatile, donc c'est-à-dire une molécule qui est douée d'une odeur chimique et qui est bien sûr qui est dispersée dans l'air à l'état de vapeur. Donc elle est dans l'air sous forme de gouttelettes et cette molécule odorante qui est dispersée dans l'air, elle est douée d'une odeur, donc d'une odeur chimique. Alors, comment ça se passe pour les mécanismes? Donc, cette odeur va provoquer, bien sûr, une dépolarisation de ce neurone, de ce récepteur olfactif. Donc, j'aurai une dépolarisation, la molécule douée de goût va venir stimuler cette cellule, provoquer l'apparition d'un potentiel récepteur. Ce potentiel récepteur va être converti en potentiel d'action au niveau de l'axone et ce potentiel d'action va se propager au bulbe olfactif. Alors, quels sont les mécanismes moléculaires sous-jacents? Donc, on schématise ici un stimulus odorant par ce rectangle violet. Alors, la molécule odorante, bien sûr, elle va être dissoute dans le mucus. Donc, vous voyez, ici, on indique que dans le nez, on trouve du mucus. Donc, la molécule odorante va être dissoute dans le mucus. Après, elle va reconnaître une protéine, elle va se fixer sur une protéine de liaison odorante. Vous voyez, donc il y a formation d'un complexe molécule odorante et protéine porteuse, une protéine de liaison. Et cette protéine, en fait, qui va orienter la molécule odorante vers un récepteur spécifique. Donc, vous voyez que la reconnaissance, elle se fait ici par l'intermédiaire de récepteurs membranaires qui se situent au niveau de la membrane des cils. Donc, vous avez ciliate, cils. Ici, c'est le cil, c'est un des cils que vous voyez ici qui émerge à partir de la cellule sensorielle. Donc la molécule odorante va être orientée, va se fixer grâce à cette protéine de liaison l'OBP vers son récepteur. La liaison avec son récepteur va activer des protéines G
des protéines G qu'on appelle protéines G olf, c'est-à-dire olfactives, concernées par ce stimulus olfactif. La protéine G va provoquer l'activation d'un dénaticlase. La dénaticlase va transformer l'ATP en AMP cyclique. Donc, j'ai l'apparition de nucléotides cycliques type AMP. Ces nucléotides cycliques, bien sûr, ils vont venir ouvrir des canaux cationiques qui sont nucléotides cycliques dépendants, qui sont AMP cycliques dépendants. Ouverture de ces canaux cationiques qui dépendent de la présence de cet AMP cyclique. Dès que l'AMP cyclique est présent dans la cellule ciliée, dans le cil, eh bien, le canal s'ouvre et j'aurai un influx cationique type sodium et calcium, et j'aurai donc une dépolarisation qui apparaît au niveau de la cellule ciliée. Alors, au fait, il n'y a pas que ce phénomène dépolarisant qui apparaît, il y a un autre phénomène dépolarisation qui apparaît, c'est que ce calcium qui rentre, il va en fait ouvrir des canaux chlore qui sont calcium dépendants. Et bien sûr, lorsque le canal chlore s'ouvre, le chlore a tendance à suivre son gradient, c'est-à-dire il sort du milieu le plus concentré, l'intérieur vers l'extérieur moins concentré. Donc j'aurai moins de charge négative dans la cellule ciliée, ce qui va encore renforcer la dépolarisation. Donc j'ai une entrée de charge positive et j'ai une sortie de charge négative. Alors, tout cela, il est résumé par écrit ici. Donc, les stimuli odorants liés aux OBP, les odorant binding proteins. Ensuite, fixation sur des récepteurs transmembranaires spécifiques. Ensuite, stimulation de protéines G. Ensuite, activation de la cyclase, formation d'AMP cyclique, liaison de l'AMP cyclique avec des canaux spécifiques des cations, ouverture des canaux cationiques qui sont donc nucléotides cycliques, c'est des canaux cyclique, nucléotide cyclique dépendant, donc c'est NG, nucléotide cyclique dépendant, et entrée par la suite de Na+, Ca2+. Par ailleurs, il y a ouverture de canaux chlore activés par le calcium, qui exerce un autre effet dépolarisation, un autre effet dépolarisant, et donc la dépolarisation de la membrane et apparition d'un potentiel récepteur ou générateur au niveau du récepteur olfactif. Alors, bien entendu, parfois vous voyez des références citées dans le diaporama pour vous rendre compte de la source des données que j'affiche dans la diapo. Alors, comment est gérée donc l'intensité du stimulus au niveau du récepteur olfactif? Donc, on a vu dans ce cas du récepteur olfactif qu'il y a apparition d'un potentiel récepteur au niveau de la partie dendritique qui va être converti en potentiel d'action, donc qui va être codé en fréquence. Le potentiel récepteur, lui, il est codé en amplitude. Alors, on prend le cas, donc, on a fait ici des enregistrements intracellulaires. Donc, grâce à des électrodes intracellulaires, on a fait des enregistrements au niveau d'un récepteur olfactif sur lequel on a appliqué des stimuli olfactifs chimiques, deux stimuli, l'isoamylacétate et le camphre, ce qu'on appelle en arabe le kafor. Donc, deux molécules odorantes. Lorsque je les applique sur le récepteur olfactif, je vais enregistrer l'activité électrique qui apparaît. Alors bien sûr, de haut en bas, on va faire augmenter la concentration de la molécule odorante. Alors qu'est-ce qu'on constate? À faible concentration, là par exemple, j'ai un potentiel d'action qui apparaît au niveau de la fibre, au niveau du récepteur olfactif. Alors, vous voyez que ici, au niveau du récepteur olfactif, on a dit, c'est une cellule nerveuse. Donc, là, lorsque je vais enregistrer, je peux enregistrer des potentiels d'action. Donc, j'ai un pic pour cette concentration et pour les deux molécules odorantes. Plus j'augmente la concentration de ces molécules odorantes, qu'est-ce qui se passe au niveau du récepteur olfactif? Eh bien, j'ai l'apparition de potentiels d'action qui sont de plus en plus fréquents. Donc, une augmentation de la fréquence des potentiels d'action avec, en principe, une amplitude qui est constante pour le potentiel d'action. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Que la fréquence de décharge des récepteurs augmente. La fréquence de décharge augmente avec l'augmentation de la concentration du haut vers le bas du tracé. Vous voyez que là, ça vous démontre encore cet aspect de codage en fréquence dont j'ai parlé, c'est-à-dire que l'intensité du stimulus, il est codé
au niveau du récepteur sensoriel sous forme de fréquence de potentiel d'action. Ce qui change, c'est le nombre de pics qui apparaît par unité de temps. Donc là, vous voyez, j'avais un pic par unité de temps. Là, on peut compter mettant 7, ensuite je peux compter 15, et là plus, etc. Alors voilà donc pour le premier cas de chémotransduction concernant le récepteur olfactif. Je passe maintenant à la transduction à partir d'un stimulus chimique et qui concerne le récepteur gustatif, donc le goût. On est capable de déguster, de goûter des molécules, des aliments qui nous parviennent à la langue. On est capable de différencier différents types de goûts. Donc, on est capable de percevoir au niveau de notre cortex cérébral différents types de goûts. Et ceci, le point de départ, c'est la stimulation du récepteur gustatif qui se situe en particulier au niveau de la langue. Alors, où se trouvent ces récepteurs gustatifs? Alors, si vous regardez la langue de près, en fait, vous verrez que la partie, vous pouvez même le voir à l'œil nu, la partie dorsale de notre langue, elle est munie de petits points, comme des petits points de ce qu'on appelle des papilles gustatives, des petits enflements, d'accord, qui changent disons, de structure et de diamètre. J'ai des papilles sur les parties donc, antérieures et médianes qui ont cette forme-là. Et puis, tout au fond de la langue, j'ai des papilles qui apparaissent plus grandes et qui ont une autre structure. Alors, ces papilles, en fait, ces petits enflements, lorsque je les regarde de près, en fait, ils correspondent à des replis de la muqueuse de la langue. C'est des replis de la muqueuse, ce qu'on appelle les papilles, des replis. Voilà. Alors, au niveau des parties latérales, donc ces papilles gustatives, c'est voilà, des replis de la muqueuse linguale. Et sur les parties latérales de ces papilles, on trouve concentrés qui apparaissent en vert, qu'on appelle les bourgeons du goût. Alors les bourgeons du goût, il apparaît comme une espèce d'oignon, donc en plus grand, en agrandi et qu'on trouve au niveau des parties latérales de la papille. Voilà le bourgeon du goût. Alors à partir de ces bourgeons du goût, on a le départ de fibres sensitives. Alors schématiquement, voilà comment est le bourgeon du goût. Donc schématiquement, pour vous rendre compte des différents types de cellules, de la structure de cet épithélium gustatif. Donc bien sûr, j'ai voilà la partie externe de la langue. Donc ici, j'ai un pore. Alors taste en anglais, ça veut dire gustatif, le goût. Donc ici, j'ai le pore gustatif externe. Donc j'ai le bourgeon du goût, en fait, il s'ouvre sur l'extérieur par un pore. Donc c'est ça, ce pore qui va permettre le contact entre la molécule gustative, donc les différentes molécules de goût qui arrivent des aliments au contact de ce bourgeon du goût. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans cet épithélium sensoriel? Alors exactement comme ce qu'on a vu pour l'épithélium olfactif. Donc j'ai des récepteurs gustatifs. Voilà la cellule. Alors taste cell, c'est-à-dire cellule gustative. Alors je trouve donc la cellule gustative, d'accord, qui est en contact avec l'extérieur. La cellule gustative qui reçoit des afférences sensorielles, des fibres afférentes, donc qui forment des contacts synaptiques avec des fibres afférentes qui vont, bien sûr, qui vont aller innerver, qui vont transmettre le message vers le système nerveux central. Alors, en plus grand, vous avez ici donc la cellule gustative. Donc, à la base, vous avez la synapse entre la cellule gustative et les fibres afférentes que vous voyez là. Alors, à côté des fibres gustatives, à côté des cellules gustatives, des récepteurs gustatifs, je trouve, comme pour le récepteur, l'épithélium olfactif, je trouve des cellules de support qui sont en gris, supporting cells, des cellules de support. Alors ici, vous avez des cellules épithéliales en dehors du bourgeon gustatif. Et vous avez aussi, à la base, des cellules basales. Et vous devinez, comme pour les cellules, les récepteurs olfactifs, eh bien, les cellules gustatives peuvent être aussi renouvelées à partir de cellules basales. Alors, comme pour les récepteurs olfactifs, les récepteurs gustatifs ont une durée de vie limitée, mais qui dure environ que 2 semaines. Ils sont continuellement remplacés par les cellules basales.
Alors, ces récepteurs gustatifs, en fait, ils peuvent être stimulés par divers goûts. Alors, en fait, il y a des divers goûts, il y a des centaines et des centaines de goûts. Mais les 4 saveurs dites fondamentales sont, donc on s'est mis d'accord, comme quoi les 4 saveurs dites fondamentales sont le sucré, comme le saccharose, le salé, comme le chlorure de sodium, c'est-à-dire le C de table, l'amer, comme la quinine, l'acide, comme l'acide citrique, qui est contenu dans le citron. Alors, il y a une 5e saveur qui a été découverte par des Japonais qu'on appelle l'umami. Ça veut dire, ça signifie savoureux en japonais. Et c'est une saveur qui est produite notamment par le glutamate de sodium. euh, par le glutamate de sodium. Alors, comment se passe la transduction gustative au niveau des récepteurs gustatifs? Alors, globalement, on va le voir par la suite. Donc, globalement, pour les saveurs salées et acides, on verra que la transduction fait intervenir des cations, comme on l'a vu tout à l'heure, pour les mécanotransductions. Mais pour les saveurs amères, sucrées et umami, la transduction des molécules donc sapides qui sont dissoutes dans les fluides buccaux, elle se fait par des récepteurs localisés dans la membrane des cellules réceptrices, exactement comme le récepteur olfactif. Donc, ces saveurs font intervenir des récepteurs membranaires, récepteurs qui sont couplés aux protéines G. Alors voici des mécanismes possibles de transduction de différents goûts. Alors ici, vous avez représenté donc, les mécanismes de transduction concernant le salé et l'acide, le sucré et l'amer. L'umami n'est pas représenté, mais c'est du même ordre que le sucré et l'amer, ça fait intervenir des récepteurs membranaires. Alors ici, vous avez donc schématiquement une cellule gustative, un récepteur gustatif, avec un pôle apical, donc qui est muni de ces microvillosités, et un pôle basal qui est innervé par la fibre afférente. Je reviens à l'épithélium. Voilà, donc voilà la cellule gustative. Elle est munie de microvillosités apicales et elle est innervée, elle est en contact synaptique avec une fibre afférente. Elle reçoit une fibre afférente. Alors, voilà ce récepteur gustatif, cette cellule, elle a une partie dite apicale et une partie euh, qu'on peut qualifier enfin la membrane, là c'est la partie de la membrane apicale et là c'est la partie de la membrane dite basolatérale. Alors, comment ça se passe pour les différents goûts? Alors, si on considère le salé, le goût salé, en fait, lorsque le sel se dissout au contact de la langue, donc au contact de ces cellules sensorielles, eh bien, il va se dissoudre en Na plus et N-, eh bien, on a des canaux au niveau des cellules sensorielles, des canaux cationiques Na+. Le sodium va suivre son gradient, il va rentrer dans la cellule sensorielle, provoquer une dépolarisation. Cette dépolarisation sera à l'origine d'une entrée de calcium. L'entrée du calcium va permettre la libération du neurotransmetteur et ce qui va entraîner la décharge, donc l'apparition de potentiel d'action dans la fibre afférente. La libération du transmetteur stimulateur. Voilà, donc le salé fait intervenir des canaux cationiques type Na+. Alors pour l'acide, aussi ça fait intervenir des canaux cationiques. Donc l'acide en solution va libérer des protons H+, et le H+, va transiter à travers des canaux cationiques qui sont non sélectifs et qui sont sensibles au pH. Donc lorsqu'il y a des protons à la surface de ces canaux, donc ça va faire baisser le pH, le canal va s'ouvrir et le H+ va rentrer, ce qui provoque un influx cationique donc positif, dépolarisation, entrée de calcium, libération du transmetteur et augmentation de la décharge dans la fibre afférente. Voilà pour les deux goûts salés et acides. Ça fait intervenir des canaux cationiques. Alors, pour le sucre et la mer, c'est différent parce que ça fait intervenir en fait des récepteurs membranaires. Donc, le sucre et la mer vont se fixer sur des récepteurs spécifiques. Ensuite, donc, la fixation du goût de la molécule sucrée, par exemple, ou de la mer, va se fixer sur son récepteur, va activer
provoquer l'activation de protéine G, activation de phospholipase C. Ça va donner des seconds messagers, le diacylglycérol plus l'IP3, ça c'est les mécanismes, c'est comme les mécanismes d'hormones, le mécanisme d'action des hormones que vous avez déjà vu aussi en S4. Donc, donc ça mobilise, ça libère le diacylglycérol et l'IP3. Vous savez que l'IP3, il a pour rôle de libérer le calcium à partir des stocks intracellulaires. Donc, j'ai du calcium intracellulaire. En présence d'IP3, il va être libéré. Donc, j'aurai du calcium dans la cellule et ce calcium va permettre la libération du transmetteur et la suite de la chaîne bioélectrique qui apparaît. Le diacylglycérol, lui, il peut agir sur des canaux cationiques qu'on appelle TRP M5. Alors TRP, c'est Transient Receptor Potentiel Channel Family. C'est une famille de canaux potentiels récepteurs dits transitoires, d'accord, qui vont s'ouvrir et qui vont laisser passer des cations. Donc, le passage de cations, bien sûr, ça va provoquer la dépolarisation et ça va agir selon donc, cette cascade que vous voyez ici. Donc, vous voyez que les sels et l'acide ne font pas intervenir de récepteurs membranaires, comme je vous l'ai décrit ici. Donc, pour les saveurs salées et acides, la transduction se fait par des cations. Pour les saveurs amères, sucrées et umami, la transduction se fait par des récepteurs localisés dans la membrane des cellules réceptrices et il s'agit de récepteurs couplés aux protéines G. Alors, voilà pour les mécanismes possibles de transduction du goût. Alors, comme vous pouvez vous rendre compte, constater que là, par exemple, la cellule réceptrice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle génère que le potentiel récepteur. Le potentiel récepteur qui va être à l'origine de l'apparition de potentiel d'action au niveau d'une deuxième cellule qui est la fibre afférente. D'accord? Alors que pour l'olfactif, on a vu que le potentiel récepteur au niveau apparaît au niveau de la partie dendritique et il va être converti en potentiel d'action au niveau de la même cellule réceptrice, potentiel d'action ici qui va être propagé jusqu'au niveau du bol olfactif. Donc il y a une nuance, ça veut dire qu'il peut y avoir intervention d'une seule cellule, d'une cellule sensorielle qui va faire le potentiel récepteur et le potentiel d'action, ou alors la cellule sensorielle ne fait que le potentiel récepteur et le potentiel d'action, il est généré au niveau d'une deuxième cellule. Alors, on s'est intéressé par la suite à la spécificité de ces récepteurs gustatifs, c'est-à-dire que comment ça se passe? Est-ce que chaque récepteur, chaque cellule réceptrice gustative est sensible à un type de stimulus chimique, d'yeux et de goût, ou alors le récepteur il peut être sensible à plusieurs stimuli de goût différents. Donc, on a fait l'étude sur un récepteur gustatif de hamster. Donc, vous voyez ici une papille gustative, ici un bourgeon du goût. Au niveau du bourgeon du goût, les auteurs ont implanté une électrode, d'accord? Et grâce à cette électrode, ils vont pouvoir enregistrer l'activité bioélectrique qui apparaît au niveau de la cellule réceptrice suite à l'application à la surface de la langue d'une substance douée de goût. Donc voilà, ils ont appliqué donc à la surface de la langue du hamster différents goûts, le goût salé, NaCl, le goût amer, la quinine, c'est une dérivée d'une plante, le sucrose, sucré, HCl, acide. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Donc, on enregistre l'activité électrique suite à l'application de chaque molécule chimique. Qu'est-ce qu'on constate? Alors, l'apparition, bien sûr, on a dit qu'au niveau de la cellule réceptrice, on va enregistrer quoi? Des potentiels récepteurs. Donc, c'est dépolarisation, pas de potentiel d'action. C'est ce que vous voyez ici, des dépolarisations. Alors, donc, suite au NaCl, qu'est-ce qu'on enregistre? On enregistre une dépolarisation suite à la quinine aussi, suite au sucrose et au HCl. Donc, en fait, les 4 molécules douées de goût vont stimuler le récepteur. Qu'est-ce qui change? C'est l'amplitude de la dépolarisation, c'est-à-dire l'amplitude du potentiel récepteur. Vous voyez que, par exemple, l'amplitude pour le NaCl, elle est la plus grande. Pour la quinine, elle est moindre. Pour le sucrose, elle est encore plus faible. Donc, on constate que lorsqu'on enregistre le potentiel récepteur à partir de ce récepteur gustatif, on constate donc que le récepteur répond à 4 types de stimuli basiques appliqués sur la surface de la langue. Il s'agit donc d'un récepteur gustatif non spécifique.
Donc, chaque récepteur peut répondre à différents types de stimuli chimiques, mais il répond d'une manière maximale à un goût donné. Donc, en fait, pour chaque goût, donc en fait, chaque récepteur gustatif va être stimulé à un degré donné. Donc, en fait, j'aurai un schéma activationnel qui va apparaître au niveau de la langue et cette carte topographique activationnelle sur la langue, elle va être perçue par le cerveau comme étant le NaCl ou alors comme étant la mer ou l'acide, etc. Alors, si on enregistre en même temps maintenant les potentiels d'action au niveau de la fibre gustative afférente, donc on va enregistrer, là on a enregistré les potentiels récepteurs qu'on vient de voir, on va enregistrer au niveau de la fibre afférente, c'est le tracé que vous voyez ici. Donc là on a enregistré au niveau de 4 fibres, d'accord, fibres A, B, C et D, et pour chaque fibre on a appliqué différents stimuli gustatifs, et voilà, la fréquence de décharge, c'est-à-dire le nombre de potentiels d'action qui apparaît par unité de temps, il est variable en fonction du stimulus gustatif, mais on constate que, par exemple, chaque fibre, elle va répondre d'une manière maximale à un goût. Alors, par exemple, la fibre A, elle répond d'une manière maximale au goût sucré, elle répond aussi aux autres. La fibre B, elle répond de manière maximale au salé. Là, l'acide, et puis la fibre D, acide, mais elle répond d'une manière, disons, assez équivalente pour les quatre fibres. Donc, il y a différents types de cas de figure, et je vous dis, pour chaque goût, je vais avoir une carte topographique activationnelle qui va apparaître au niveau de la langue et qui va se traduire par une perception soit salée, soit sucrée, acide, etc. Alors voilà donc, on peut dire que le récepteur gustatif est un récepteur non spécifique puisqu'il peut être activé par différents types de goûts, d'accord? Et ceci, bien sûr, se traduit par la fréquence de décharge au niveau de la fibre afférente. Alors voilà, je m'arrête donc pour cette partie pour suivre par la suite, continuer avec cette partie transduction.